Alors, bonjour, chers membres de la communauté. Je vous souhaite la bienvenue à cette Assemblée générale annuelle. Je suis Jenny Lower, adjointe à la secrétaire générale, et j'ai l'immense plaisir d'agir comme maître de cérémonie pour la présentation du rapport à la communauté 2023-2024. Merci de participer à cet événement qui met en lumière les points saillants de la dernière année et célèbre quelques-unes de nos réalisations collectives. Cette rencontre vise également à échanger, à se projeter ensemble dans l'avenir. À cet effet, après la présentation, nous ouvrirons une période de questions pour les personnes en salle comme à distance. Avant de poursuivre, je vous demanderai de peut-être mettre vos cellulaires en mode vibration ou de les fermer complètement. Je vous présente maintenant les personnes qui s'adresseront à vous et qui répondront à vos questions un petit peu plus tard. Alors, on a Sophie Damour, rectrice de l'Université Laval, Jean Houde, président du conseil d'administration de l'Université Laval, André Darvaux, vice-recteur exécutif et vice-recteur aux ressources humaines et aux finances, Katia Bergeron, vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes, responsable de la santé, Eugénie Brouillet, vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation, René Lacroix, vice-recteur aux infrastructures et à la transformation, François Gélineau, vice-recteur aux affaires internationales et au développement durable, responsable de l'équité, de la diversité et de l'inclusion et de la philanthropie. Je souligne que la secrétaire générale, Monique Richer, nous adressera quelques mots en visioconférence. Alors, bonne présentation. Je cède la parole à la rectrice Sophie Damour. Merci Jenny, merci. Je suis vraiment heureuse de vous voir avec nous aujourd'hui, ici en présence ou à distance. Vous êtes plus de 300 personnes inscrites à cet événement, puis je vous remercie de prendre le temps et je vous remercie de votre intérêt. L'année qui vient de s'écouler est la première année du déploiement de notre plan institutionnel 2023-2028. Un plan, je vous le rappelle, issu du plus grand exercice de consultation jamais réalisé à l'Université Laval. Au cours de la prochaine heure, vous constaterez que nous avons prouvé collectivement, tous ensemble, notre volonté de s'affirmer comme université d'impact grâce aux conditions de succès identifiées dans notre plan institutionnel. Des conditions de succès qui s'incarnent à travers vos histoires pour que notre université soit partenariale et innovante, comme la professeure Janani Siva-Raja de la chaire de recherche sur l'arbre urbain et son milieu, qui a fait appel aux citoyennes et aux citoyens de la Ville de Québec pour mieux connaître le nombre d'arbres en terrain privé et leur état de santé. Agile et proactive, comme Julie Dionne et son équipe, qui ont organisé le colloque Synergie pour les cadres et le personnel et les personnes professionnelles des centres sportifs universitaires du Québec. Interdisciplinaire, comme Guillaume Morin et Amélie Loisel, qui ont participé au projet étudiant Ça relève pour aider les entreprises du secteur agroalimentaire. Citoyennes et engagées, comme Sarah-Joëlle Bertrand et Mathieu Dessureau, du projet de médiation scientifique « La science, pas si compliquée ». Inclusive et diversifiée, comme Sophie Isabelle et Amélie Bédard, qui ont participé au projet « Première expérience de travail au Québec », qui facilite l'intégration en emploi des communautés étudiantes et diplômés des cycles supérieurs provenant de l'international. Et international, comme le professeur Jacques Simard, en collaboration avec le professeur Douglas Easton de l'Université de Cambridge au Royaume-Uni, qui ont fait une percée prometteuse pour mieux identifier les femmes ayant un risque accru de cancer du sein.
Ces histoires ne sont que quelques exemples de projets et réalisations que vous pouvez découvrir à la lecture du rapport à la communauté. Ce sont des histoires écrites par des professeurs, de membres du corps enseignant ou du personnel, de diplômés, de philanthropes, d'étudiants et d'étudiantes, de gens qui forment notre grande communauté. Ce sont aussi les membres de notre communauté qui sont à l'origine des projets démarrés dans nos 6 chantiers transformateurs mis en place pour contribuer à relever les défis émergents. Des chantiers où l'enseignement et la recherche sont au service du bien commun. Mes collègues, tout à l'heure, vous donneront un exemple d'un projet lié à chacun des chantiers. Je souhaite moi-même vous parler d'un de ces projets, issu du chantier bien-être de notre communauté. Des centaines de membres du personnel de l'université, vous aviez bien entendu, des centaines de membres du personnel de l'université, comme Louis Germain et Pascal Martineau, ont participé au grand défi U-Laval, qui encourage l'adoption de saines habitudes de vie en matière de nutrition, d'activité physique et de sommeil. Cultiver la santé durable est au cœur de nos actions et je suis fière de constater la participation active des membres de notre communauté à cette démarche. Alors, je vous dis, si vous entendez parler de cette initiative, c'est parce qu'elle est rendue dans votre secteur et je vous invite tous et toutes à lever la main et à vous engager. Vous allez vivre une expérience extraordinaire, je peux en témoigner. Aujourd'hui, nous avons la joie de compter sur plusieurs personnes qui illustrent ces histoires, qui sont le miroir de ce que nous sommes toutes et tous, qui peuvent nous inspirer, susciter la réflexion. Ce sont ces personnes qu'on honore au sein du plan, à notre rapport à la communauté, qu'on met en évidence cette année. Et si vous êtes ici avec nous, je vous invite à vous lever pour qu'on puisse vous applaudir, s'il vous plaît. Alors, toutes les personnes que j'ai nommées, je vois Jacques qui est là, Julie, il y en a plusieurs. Levez-vous, on veut vous voir, on veut vous dire merci. Ces applaudissements reviennent aussi à chacun et à chacune d'entre vous qui faites avancer l'Université Laval jour après jour grâce à votre travail et à votre engagement. Le rapport à la communauté qui est dévoilé aujourd'hui brosse le portrait de notre dernière année universitaire. La présentation souhaite refléter le début du nouveau cycle que nous avons entamé. Alors maintenant, je laisse le soin à mes collègues de vous partager d'autres éléments, projets et histoires qui ont façonné l'année académique 2023-2024. Je cède la parole à Jean Houde, président du Conseil d'administration de l'Université Laval, et au passage, je le remercie très sincèrement. Je peux vous confirmer qu'on a un président de conseil engagé qui nous aide à tous les jours à rendre notre université meilleure à travers une gouvernance solide. Merci, Jean. Alors, merci Sophie, mais je ne peux pas commencer cette rencontre après vous avoir dit bonjour, vous remercier d'être là en présence et à distance et souligner la fabuleuse victoire du Rouge et Or au football en fin de semaine. Alors, au cours de la dernière année, le Conseil a consacré son temps, son énergie à un certain nombre de sujets et je vais rapidement vous en faire le tour en 8 points. Le premier, le Conseil a suivi de façon systématique les travaux faits dans le cadre du plan institutionnel. Il nous appartenait de l'approuver, il nous appartient de suivre son évolution. Il y a tellement d'acteurs, comme le mentionnait Sophie, d'impliqués, que nous constatons que le plan se concrétise mois après mois, et bravo. Deuxième élément, on supporte la direction, un conseil d'administration, ça supporte, ça challenge une direction,
Mais lorsque, après discussion, on a pris une orientation, on supporte la direction dans les propositions qu'elle nous soumet. Troisièmement, on suit l'évolution de la situation financière. Je sais qu'André va en parler un peu plus longuement tout à l'heure, mais soit dit en passant, vu du point de vue du conseil d'administration, la situation financière de l'université, elle est très saine, malgré des périodes de turbulence, malgré les défis que nous avons tous. Soyez rassurés à l'égard de la situation financière de notre université. Quatrièmement, on est des fervents défenseurs de la liberté académique. Dans une université, il est important que le conseil soit sensibilisé à cette réalité-là et qu'il y ait des signaux donnés par la direction que c'est effectivement le cas. L'item suivant, nous, on suit par nos travaux tout ce qui se fait en matière de développement durable. Depuis plusieurs années, l'université est un modèle en cette matière-là, mais on s'est donné comme devoir de suivre l'évolution de ce qui se passe à l'égard du développement durable. Le sixième élément, et ça, vous le voyez régulièrement dans les journaux, nous sommes amenés à suivre de très près les différentes discussions qui ont lieu, en particulier avec le gouvernement du Québec, sur des sujets chauds qui interpellent le conseil d'administration, mais soyez assurés, on suit ces dossiers-là et on essaie d'apporter notre contribution. L'autre élément, c'est le conseil d'administration est de plus en plus exposé par les présentations qui nous sont faites par la direction et les collaborateurs de la direction sur les travaux de recherche et d'innovation qui ont cours à l'université. Mon dernier élément que je veux souligner, lorsque on a fusionné la fondation avec l'université, on a créé un comité du conseil qui a comme rôle spécifique d'animer, de suivre les initiatives que nous avons en matière de philanthropie. En terminant, je voudrais remercier mes collègues au conseil d'administration qui donnent du temps, qui s'impliquent dans non seulement les réunions elles-mêmes du conseil, mais également dans les 5 comités qui aident les travaux du conseil d'administration. Mon dernier mot ira aux professeurs, aux chercheurs et aux employés de l'université qui animent cette université et qui font d'elle une grande organisation. Je vous remercie. Merci, M. Hood. Je cède maintenant la parole à Monique Richier, secrétaire générale de l'Université Laval, qui nous rejoint en ligne. Monique? Bonjour tout le monde. Merci, Jenny. Monsieur Hood, l'Université Laval vous remercie de tout le temps et de toute l'énergie que vous consacrez à notre université. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un conseil d'administration rigoureux comme le nôtre afin de nous guider. Alors, les membres du bureau du secrétaire général ont vécu une année chargée, à l'image de l'effervescence qui règne au sein de notre université. Parmi les dossiers majeurs, je veux souligner le chantier sur la protection des renseignements personnels qui devient un chantier extrêmement important au cours des prochaines années. Le Bureau de la protection des renseignements personnels a travaillé fort pour s'assurer de l'application des modalités de la loi qui nous gouverne en matière de protection des renseignements personnels. Pour vous assister et pour assister le bureau, des responsables ont été désignés dans chaque unité pour répondre, assurer un lien avec le bureau de la PRP. Parallèlement, nous avons fait l'inventaire des renseignements personnels que nous détenons à l'université, une exigence de la loi. Et croyez-moi, nous en détenons beaucoup et malheureusement, on les conserve très, très, très longtemps. Alors, vous voyez le défi qu'on va avoir comme collectivité au cours des prochaines années.
on va devoir faire le ménage. Je vous invite aussi, et pour ne pas dire je vous incite, à suivre la formation sur la protection des renseignements personnels sur Brio. Elle est obligatoire, mais elle est aussi agréable à suivre et extrêmement informative. Rappelez-vous que la protection des renseignements vise vos renseignements personnels, de même que tous les renseignements personnels avec lesquels vous travaillez dans le cadre de vos activités à l'université. Évidemment, l'autre grand chantier est la mise à jour des statuts. Notre parcours n'est pas rectiligne, mais nous gardons le cap et nous avons confiance de pouvoir compléter, avec la collaboration de tous, les travaux prochainement. Enfin, les préparatifs sont en cours pour la collation des grades 2025. L'événement phare de notre université semble toujours plus grandiose d'une année à l'autre. Si la prédiction s'avère exacte, nous devrions encore obtenir une participation record. Merci, Madame Richer. On vous retrouve un peu plus tard pour la période de questions. J'invite maintenant André Darvaux, un vice-recteur exécutif et vice-recteur aux ressources humaines et aux finances, à s'adresser à vous. Merci Jenny. Bonjour à toutes et tous. C'est vraiment un plaisir d'être ici à chaque année, parce que ça nous permet de mettre en valeur certains éléments. Et le premier élément dont j'aimerais vous faire part, et puis notre président du CEOL l'a mentionné, c'est vraiment l'intégration des activités philanthropiques de la Fondation à l'intérieur de l'Université Laval, ce qui entraîne bien sûr une meilleure synergie du développement philanthropique et bonifie l'expérience offerte aux diplômés et aux diplômés. L'intégration administrative des activités de la direction de la philanthropie et des relations avec les diplômés est un succès grâce à la collaboration des membres de la nouvelle direction et des membres des ressources humaines et du service des finances et bien sûr l'accompagnement du CA. Donc, grand merci à tous ceux-là qui ont été impliqués. Pour l'année financière 2023-2024, et là on voit quelques chiffres, notre organisation a maintenu l'équilibre budgétaire, ce qui est toujours une bonne nouvelle. Notre université a eu des revenus de plus d'1 milliard, en fait 1,31 milliard, et des charges à hauteur de 1,27 milliard. Ces revenus et charges sont pour l'ensemble des fonds et activités de notre organisation. Au chapitre des investissements, ce sont 149 millions qui ont été injectés, principalement dans les terrains et bâtiments, mais aussi pour l'acquisition d'équipements informatiques qui sont essentiels à notre mission, des équipements spécialisés en hausse au cours de la dernière année. Comme à l'habitude, l'ensemble des états financiers 2023-2024 sont disponibles sur le site de l'université. Si vous avez des questions, il me fera plaisir d'y répondre lors de la période de questions ou ultérieurement, vous pouvez nous faire part de vos commentaires et questions. J'aimerais maintenant souligner quelques éléments qui ont marqué le vice-rectorat aux ressources humaines et finances. Tout d'abord, au niveau des ressources humaines, on est à l'aube et en fait, on est en pleine action de la transformation des ressources humaines, tout ça pour avoir un meilleur service auprès de notre communauté. Alors, on a adopté un nouveau modèle de gestion des ressources humaines et on est à élaborer la nouvelle structure RH. Et ça implique évidemment qu'il y a eu du développement de personnel, il y a eu également des journées d'accueil RH pour le nouveau personnel administratif. On n'avait pas ça avant. Les nouveaux employés, on les accueille, on leur fait visiter le campus, entre autres. Également, un nouveau programme pour les nouveaux gestionnaires académiques. Fernand Gervais a travaillé très fort et ça a été très apprécié de ceux-là qui ont participé. Création aussi de 2 comités institutionnels, le comité institutionnel de santé et de sécurité, très important, et le comité des risques psychosociaux. On a eu aussi le renouvellement des contrats collectifs de travail, entre autres pour les chargés et chargés de cours, les professionnels et professionnels de recherche, directrices et directeurs de services et stagiaires postdoctoraux. Au service des finances, le travail s'est poursuivi pour accroître les services à l'ensemble de notre communauté. Des travaux de révision de notre formule budgétaire, on doit s'adapter aux décisions de notre ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, il faut réviser notre formule budgétaire constamment. Donc, ces travaux-là ont eu lieu afin de fournir à nos unités les outils et ressources nécessaires pour rencontrer leurs objectifs. Du côté du vice-rectorat exécutif, il y a eu la mise en œuvre de la coordination opérationnelle et financière nécessaire à la planification institutionnelle 23-28. Donc, Sophie en a glissé un mot.
Ça a été notre première année. Il fallait mettre en place tout ce qui était nécessaire pour le suivi financier et opérationnel. Il y a eu également la mise en œuvre des recommandations du comité paritaire sur le soutien administratif aux professeurs et professeurs de l'Université Laval. C'est vraiment un dossier qui nous tient à cœur et qu'on fait avancer au fur et à mesure que les semaines avancent. Il y a eu aussi la création du poste de dirigeant principal de la gouvernance des données de l'Université Laval. Alors, on doit se donner un cadre de gouvernance pour les données. De plus en plus, on veut faire en sorte que ces données-là soient disponibles, mais pour y arriver, on a besoin d'un bon cadre de gouvernance et c'est Michel Jacques qui a été nommé dirigeant principal de gouvernance. Il y a eu également la réalisation des premiers projets d'efficience en unité par l'équipe d'efficience institutionnelle et la finalisation de plusieurs volets du plan de mise en œuvre de la gestion intégrée des risques et tenue d'activités d'évaluation des risques auprès de la direction, des facultés et des services. Donc, pour nous autres, c'est très important et le CA suit évidemment ça d'assez près. La gestion des risques est vraiment un outil de gestion qui est important. Il y a eu la supervision de l'avancement du chantier transformateur sur les services de proximité personnalisés et simplifiés du plan institutionnel 2023-2028, avec plus de 12 projets qui sont en cours ou terminés. Et finalement, j'aimerais donner en exemple le projet de bonification du service d'accompagnement des stagiaires. L'exercice a permis de diminuer le temps consacré à la publication des offres de stage et l'équipe des conseillères et conseillers en stage ont plus de disponibilité pour accompagner les membres de la communauté étudiante à la recherche d'un stage. Voilà, alors je vous remercie. Alors, merci, M. Darvaux. C'est maintenant au tour de Katia Bergeron, vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes, responsable de la santé, de vous adresser quelques mots. Alors, merci Jenny. Puis surtout, à mon tour, de vous dire que je suis très heureuse d'avoir quelques minutes pour vous présenter quelques réalisations qui relèvent là, du secteur études et affaires étudiantes. Comme l'a mentionné Sophie, 2023-2024, ça marque la première année du déploiement de notre plan institutionnel. Et parmi les 6 chantiers transformateurs qui contribuent à relever les défis émergents, celui des études tout au long de la vie offre l'occasion plus que jamais de valoriser le pouvoir de l'enseignement. Comment? En devenant plus accessible à l'ensemble de celles et ceux qui veulent apprendre, en appliquant des méthodes d'enseignement encore plus innovantes, puis en utilisant des outils technologiques qui sont toujours plus modernes. L'époque où l'école n'était qu'un lieu de passage, elle est bel et bien révolue parce qu'aujourd'hui, les personnes apprenantes, elles demandent des parcours qui sont adaptés à leur situation personnelle et professionnelle. Et pour explorer toutes les possibilités qu'offrent les technologies de l'enseignement, on est à déployer les premiers jalons d'un réseau d'innovation EdTech ULaval. C'est un réseau qui encouragera l'expérimentation, le partage d'expériences, qui va stimuler la découverte. Ce qu'on veut, c'est valoriser les initiatives originales d'intégration des technologies de l'information dans l'enseignement universitaire, puis assurer la pérennisation aussi de tout ça. Alors, c'est en rassemblant les forces qui sont déjà présentes sur le campus, puis en encourageant le partage d'expériences, que ce réseau-là, le réseau EdTech, va pouvoir contribuer à maintenir l'Université Laval dans une culture d'innovation et d'excellence, avec un enseignement qui est résolument tourné vers l'avenir. Le développement de ce projet porteur, il est rendu possible grâce à la contribution remarquable de gens comme David Sanson, comme Marie-Hélène Croteau-Bouffard, comme Marie-Claude Maillot et plusieurs autres, à qui je dis bravo. Vous les voyez à l'écran. La présentation du... je vais dans une autre réalisation maintenant, qu'on a fait avec nos étudiantes et nos étudiants. La présentation du sommet étudiant. Ça s'est passé à l'automne 2023. Ça démontre l'importance accordée donc à un autre volet de notre mission d'enseignement. Cette fois-ci, je parle de l'amélioration du bien-être étudiant, puis la mise en place des conditions pour favoriser leur réussite. Ce sommet,
il était présenté conjointement par l'Acadéol, l'Allier et l'Université. Ça a vraiment été un moment d'échange, de réflexion sur des thèmes essentiels pour favoriser la réussite puis bonifier l'expérience universitaire, notamment sur les plans de la santé mentale et financière, puis sur les plans de la pédagogie aussi. En lien justement avec la pédagogie, on a mené une réflexion sur l'utilisation des outils d'intelligence artificielle qui transforment l'expérience d'enseignement et d'apprentissage. Il y a donc un groupe de travail qui a réfléchi et qui était nourri par les commentaires de toute la communauté universitaire. Donc, il a réfléchi aux enjeux soulevés par l'intégration de l'IA. C'est un travail qui a généré des principes directeurs de l'IA en enseignement et en apprentissage. C'est un guide important pour tous nos professeurs, nos enseignantes, nos enseignants, nos étudiantes et nos étudiants. Nos initiatives aident l'ensemble de la communauté universitaire à prendre des décisions éclairées. Et malgré les avancées technologiques, il demeure que la base de la pédagogie, c'est quand même la participation des professeurs et des membres du corps enseignant qui sont très engagés. Je veux donc souligner le travail exceptionnel de 5 personnes qui ont reçu en début d'année le prix de la ministre en enseignement supérieur. Et c'est pas rien, 5 personnes de l'Université Laval qui remportent ce prix-là, c'est remarquable, on en est très fiers. Alors, vous les voyez à l'écran, il s'agit de Kathleen Lechasseur, Charles-Olivier Amédée-Manesme, Ivan Chotourian, qui sont professeurs titulaires, Pierre-Luc Brisson, qui est professeur adjoint, et Martin Dubé, chargé d'enseignement. Alors, félicitations encore une fois à nos lauréats. Bravo. Enfin, je souhaite mettre en lumière une initiative de valorisation des savoirs traditionnels des premiers peuples. Les 18 premières personnes autochtones issues du programme Gardiennes et gardiens du territoire, dont Stacy Bossum, ont reçu en août 2023 leur certification au Mushuo Nipi, qui est un site millénaire Innu hautement symbolique qui se situe aux abords de la rivière Georges. C'est le premier programme francophone du genre au Canada et il est sous la supervision de la professeure Caroline Desbiens. C'est vraiment un exemple de notre volonté de poursuivre sur le chemin de la réconciliation. Alors maintenant, j'invite ma collègue Eugénie Brouillet à son tour de nous adresser quelques mots. Alors, merci Katia. Bonjour à tous et toutes. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui et, comme mes collègues, pouvoir partager avec vous quelques réalisations de la dernière année au niveau de la recherche, création, innovation. Alors, vous le savez, on veut collectivement accroître l'impact de la recherche et de l'innovation. C'est d'ailleurs l'objectif principal d'un des chantiers de la planification stratégique, les savoirs, les sciences et la société, et qui a invité ce chantier dans la dernière année toute la communauté à proposer des projets qui vont permettre de croiser les expertises et les savoirs. Et cet appel, croyez-moi, a été entendu. De nombreux projets sont en cours présentement, allant de l'étude de l'impact de nos diplômés en tant qu'acteurs et qu'actrices du changement dans la société, au développement d'un carrefour citoyen ou encore à la promotion de l'entrepreneuriat scientifique. D'ailleurs, cette campagne en entrepreneuriat scientifique est coordonnée avec Entrepreneuriat ULaval, je vois des collègues ici à gauche, vise à sensibiliser depuis le début de l'année les membres de la communauté étudiante des cycles supérieurs aux possibilités d'aller plus loin avec leurs résultats de recherche. Et donc, en nourrissant la fibre entrepreneuriale, on désire soutenir l'émergence d'entreprises scientifiques, favorisant donc de cette façon la naissance de projets concrets qui vont générer un impact positif et durable pour la société. Cette campagne renforce également la position de notre université dans l'écosystème de l'innovation au Québec et au-delà. L'audace et l'innovation, on les vit aussi à travers le leadership important démontré par notre communauté en matière de collaboration interdisciplinaire et intersectorielle.
Et l'année 23-24 a continué de voir ce leadership reconnu de l'université avec l'obtention notamment de 2 nouvelles chaires d'excellence en recherche du Canada. L'une en neuroplasticité et l'autre sur la biologie et le contrôle des virus respiratoires zoonotiques et pandémiques. Alors, ces 2 chaires nous ont permis de recruter 2 sommités mondiales dans ces domaines et consolident donc la force de notre université et de nos équipes de recherche. Alors, à titre d'exemple, la chaire, celle en neuroplasticité du professeur Stephen Lorays, est à la croisée des sciences de la santé et des sciences sociales et elle permet d'aider à comprendre comment la méditation, l'amélioration de la qualité du sommeil ou l'activité physique transforme le cerveau, améliore la santé cérébrale et le mieux-être. Alors, c'est, je pense, qu'on appelle être une université résolument interdisciplinaire, ouverte et engagée dans une perspective de bien-être collectif. Cette audace de notre communauté se vit aussi à travers la recherche en partenariat, comme celle déployée dans la nouvelle unité mixte de recherche Petite enfance, grandeur nature. Alors, cette entité structurante, multidisciplinaire, permet de soutenir des projets de recherche sur l'éducation par la nature. Alors, en s'appuyant sur ces recherches sur les besoins des milieux éducatifs, la professeure Caroline Bouchard et son équipe vont œuvrer, entre autres, à mieux comprendre la contribution de l'éducation par la nature au développement global du jeune enfant. Pour terminer, plusieurs membres de notre communauté ont vu leur contribution en recherche reconnue et récompensée par des prix au cours de la dernière année. Et ces distinctions témoignent de l'excellence et de l'impact des travaux des membres de notre communauté dans leurs domaines respectifs. J'aurais une longue liste, mais permettez-moi de vous mentionner 3 personnes qui ont fait rayonner l'excellence de notre université par l'obtention d'un prix. Il s'agit de Marilène Bolduc, Amélie Charret et Jérôme Lapointe, qui ont chacun reçu le prix d'excellence des professionnels et professionnels de recherche remis par les Fonds de recherche du Québec. Félicitations à ces 3 professionnels de recherche. Alors, je dois malheureusement m'arrêter ici, mais ça me fait plaisir de céder la parole à mon collègue René Lacroix. Merci. Merci, Eugénie. Donc, on peut parler de 2023-2024 comme étant d'une année fertile de projets en tout genre. L'adoption en février du plan directeur immobilier de l'Université Laval dresse les grandes orientations pour définir le campus de demain en matière d'aménagement et de développement immobilier dans un monde qui se transforme. Cette transformation prend plusieurs visages et nécessite le démarrage simultané de plusieurs grands projets de modernisation, comme celle de la gestion des stationnements, des services alimentaires et de la sécurité intégrée, pour ne nommer que ceux-là. Vous aurez remarqué que ça bouge aussi sur le campus. Le visage même de notre milieu de vie se transforme pour le mieux avec la construction du complexe scientifique de l'Institut nordique du Québec, qui a débuté à l'automne 2023, et plus récemment, le début des travaux de construction du centre de tennis. Ça bouge parce que nous voulons respecter l'esprit donné au chantier transformateur, un campus vibrant, c'est-à-dire développer un milieu de vie dynamique centré sur l'humain. De nouvelles habitudes ont émergé depuis la pandémie. L'accélération des changements numériques nous pousse à agir et à repenser notre milieu de vie. Notre campus doit s'adapter aux nouveaux modes d'études, d'enseignement, de recherche, de travail, d'un monde plus hybride et plus agile. Dans ce contexte, nous concentrons nos efforts à aménager des milieux de vie plus dynamiques, à l'intérieur comme à l'extérieur, qui pourront profiter à la communauté étudiante, aux membres du personnel et à l'ensemble des citoyens et citoyennes de la région. On veut accroître également la mobilité active et durable sur le campus et assurer la mise en valeur, la diffusion, la synergie et la cohérence événementielle sur le campus. Et lorsqu'il est question d'événements, je me dois de souligner la réussite de l'organisation et du déroulement de la nouvelle mouture du Grand Défi Pierre Lavoie de juin dernier. Vous avez remarqué qu'on avait plus d'une centaine de tentes sur le campus de toutes sortes de couleurs. Donc, en guise de rappel, on a accueilli quand même quelques milliers de cyclistes durant 3 jours, ce qui a mobilisé beaucoup notre communauté universitaire. Sa présentation a rendu notre campus plus vibrant, plus accueillant et encore plus attirant,
comme quoi il est bon de s'ouvrir davantage sur le monde qui nous entoure. C'est le genre d'événement qui participe à faire du campus de l'Université Laval un lieu de référence accueillant pour les gens de la Ville de Québec, voire toute la province. Alors, merci. Je cède maintenant à François, évidemment, la parole. Merci beaucoup, René. Alors, comme Jean-Aude l'a mentionné un peu plus tôt, l'Université Laval a toujours été précurseur en matière de développement durable. En fait, l'université est l'une des premières institutions d'enseignement supérieur qui a intégré les principes du développement durable au cœur de sa mission. Depuis ce temps, nous avons parcouru beaucoup de chemin. Les résultats de la dernière année obtenus avec le chantier de l'ambition climatique en témoignent très bien. Ces résultats sont déjà palpables à travers les histoires du rapport à la communauté. En effet, en le parcourant, vous pourrez remarquer que chaque histoire intègre au moins un des 17 objectifs de développement durable de l'ONU, auxquels adhère pleinement notre institution. En matière de développement durable, l'Université Laval est l'Université Laval est première parmi les universités francophones et 19e au monde au prestigieux classement Impact du Times Higher Education, qui regroupe presque 2000 universités. Nonobstant ces excellents résultats, nous comptons aujourd'hui élever la barre, notamment grâce à de nombreux projets démarrés avec le chantier transformateur de l'ambition climatique. À ce jour, nous avons soutenu 19 projets, 19 initiatives issues de notre communauté. Un bon exemple de mobilisation est la création du Fonds d'action climatique, un fonds qui a été créé en collaboration avec la Caisse des jardins de l'Université Laval et Coop Zone. Son but est de financer des initiatives émergentes issues des membres de notre collectivité. L'un de ces projets est celui du professeur Étienne Berthold, qui permet de renforcer l'action climatique dans le baccalauréat en développement durable du territoire. C'est un gain tangible dans l'apprentissage des étudiantes et des étudiants, dont Laurence Duquette et Justine Blanchard, que vous pouvez apercevoir sur la photo. Cette mobilisation, nous la cultivons aussi avec nos partenaires externes, comme avec notre participation à l'initiative régionale Québec Capitale Climat, qui regroupe des organisations économiques, institutionnelles, philanthropiques et communautaires de la grande région de Québec. La santé est également au cœur de nos actions en développement durable. Pardon, j'ai appuyé sur un mauvais bouton. Nous avons accéléré le programme de mobilisation en santé durable avec le lancement du grand défi ULaval, dont André a parlé un peu plus tôt, et le renouvellement de l'initiative Alliance Santé Québec. Enfin, pour mieux coordonner nos actions de manière transversale, nous avons créé le Bureau de la responsabilité sociale et environnementale. Le volet des affaires internationales du vice-rectorat a été marqué cette année par une volonté affirmée de resserrer nos liens avec nos partenaires et de renforcer notre présence à l'international. La stratégie d'internationalisation qui sera déposée aux instances de l'Université cet automne s'inscrit dans cette foulée, guidant nos actions futures vers un rayonnement accru et un impact encore plus durable. L'année EDI a également été remplie d'heureuses nouvelles, EDI pour équité, diversité, inclusion. Nous avons créé officiellement le bureau de l'EDI, nous avons conclu l'élaboration et l'adoption de la politique EDI, créé un comité scientifique, créé un groupe de travail contre le racisme et officiellement lancé le programme Dimension financé par le gouvernement fédéral. Finalement, 2023-2024 a été tout aussi active sous le chapeau de la philanthropie avec l'intégration de la Fondation de l'Université Laval au sein de notre établissement et la création de la direction de la philanthropie et des relations avec les diplômés. Avec le leadership de cette nouvelle unité, nous avons contribué au rayonnement de la campagne majeure du Carrefour international Brian Mulroney. Au cours de l'année 2023-2024, nos actions nous ont permis d'atteindre 80% de l'objectif fixé dans le cadre de cette ambitieuse campagne. Je félicite au passage toutes les personnes sur qui repose cette réussite. Merci. Jenny, je te redonne la parole. Alors, merci François. Merci à toute l'équipe de direction pour ce résumé très intéressant et fort complet du rapport à la communauté. Nous arrivons maintenant à la période de questions, donc la parole est à vous. Pour les gens qui sont dans la salle, je vous invite à utiliser les micros sur pied qui sont juste en bas des escaliers, juste au devant de moi. Et pour les gens qui sont à distance, je vous invite à poser vos questions par écrit
dans la section questions-réponses et d'utiliser le bouton à cet effet qui est en bas de votre écran. Merci aussi à notre modératrice qui sélectionnera les questions envoyées par écrit par les gens à distance et les lira au micro. Et évidemment, nous tenterons d'alterner les questions de la salle et les questions à distance. Alors, c'est à vous maintenant. Sophie. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie. Allez-y, allez-y. Nommez-vous, s'il vous plaît. Georges Lévesque, professeur au département de psychiatrie et neurosciences, faculté de médecine. Au début de votre présentation, je vous remercie pour la présentation. C'est toujours intéressant de savoir, connaître les réalisations, puis je pense qu'elles sont nombreuses aussi. Au début de la présentation, M. Hood, vous avez mentionné que l'état des finances de l'université, on n'avait pas à s'inquiéter, donc il fallait être assuré que l'État était en très bon état. Je pense que c'était excellent. Par contre, à la faculté de médecine, on est en déficit de plusieurs millions, et ça ne me rassure pas vraiment, parce qu'on a besoin de soutien administratif. On vient de développer un nouveau bac en sexologie qui va avoir besoin aussi de support. Alors, je voulais juste savoir ce qu'on peut me rassurer pour la pérennité de ces choses-là dans l'avenir. Merci. André. Alors, sur la faculté de médecine, je vais te laisser ça. Merci. Oui, je peux vous rassurer. Et c'est ça qu'on fait face à des défis qui sont importants au cours des prochaines années. Vous connaissez l'état de la situation financière du gouvernement du Québec et ce qui en découle au ministère de l'Enseignement supérieur. Mais malgré tout, je pense qu'on a eu une croissance au cours des dernières années qui nous permet d'appuyer les nouvelles initiatives, qui nous permet de supporter nos unités d'enseignement et de recherche, les facultés. Donc, on a été capable de bâtir une petite réserve au cours des dernières années de l'ordre de 90 millions pour des projets futurs. Et ça, je pense que ça va nous permettre d'avoir un atterrissage en douceur. Alors, il y a certaines universités qui sont un peu plus mal prises, je dirais, avec la problématique également des étudiants de l'international. Donc, de notre côté, je pense qu'on a les outils pour faire en sorte qu'on n'aura pas de compression à faire, mais on va pouvoir, au cours des 3 prochaines années, avoir un atterrissage en douceur. Et comme je le disais, poursuivre la discussion avec les facultés. On est présentement en période de comité budgétaire. On rencontre chacune des facultés pour voir quels sont leurs défis, quels sont leurs projets et comment on peut les supporter, évidemment, à la hauteur de notre capacité. Mais jusqu'ici, ça va assez bien. Donc, je suis quand même assez optimiste pour les 2-3 prochaines années, malgré les contraintes qu'on a au niveau du gouvernement québécois. Merci, André. Marie-Hélène Parizeau, présidente du SPUL, professeure à la faculté de philosophie. Je ne sais pas à qui je dois m'adresser, mais je m'adresse à vous, Madame la rectrice. Le plan directeur immobilier de février 2024 fait état de projets d'écoquartier à vocation résidentielle, commerciale et communautaire sur le campus. Un plan d'écoquartier sur le terrain actuel du golf le long de l'avenue du Séminaire allant jusqu'au chemin Sainte-Foy est actuellement à l'étude. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi il consiste et quand ce développement est-il prévu? Pourriez-vous nous dire aussi si ce plan était soumis au conseil d'administration et quand? Quant à nous, nous avons une interrogation assez importante sur ce projet d'écoquartier qui est un projet immobilier et on se demande dans quelle mesure ce type de développement immobilier fait partie de la mission de l'Université Laval. Vous comprendrez que dans l'histoire des universités, il y a le projet de l'UQAM de l'îlot voyageur qui a été un fiasco sur le plan financier et puis dans ses objectifs. Alors, nous sommes préoccupés par rapport à cette question-là. Donc, on aimerait avoir des explications là-dessus. Merci. Je vous remercie, Madame Parizeau. René? Oui, tout à fait. Donc, au dépôt du plan directeur immobilier, on a donné des grandes orientations. Évidemment, on a fait une évaluation de ce qui se passe sur le campus. Quel va être le développement du campus en termes de superficie pour les années futures? Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les pavillons actuellement qu'on a représentent à peu près 770 000 m². La capacité qu'on a, évidemment, à supporter la mission actuellement est correcte. Ce qu'on regarde, et puis il n'y a rien d'attaché, il n'y a rien qui est... On pose la question et on se pose la question. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos terrains pour amener un peu plus de personnes à vivre sur le campus de l'Université Laval?
Vous avez remarqué à l'automne et à l'hiver, on a un campus qui est animé, mais quand vous arrivez à l'été, on se retrouve dans un campus qui est, somme toute, moins occupé. Alors, ce qu'on regarde, c'est un rêve qu'on regarde. Moi, dans ma vie, j'aurais aimé ça habiter sur le campus de l'Université Laval, comme ça se fait dans certaines universités. C'est quelque chose qui est quand même intéressant. On s'inspire un peu de ce que UBC et Calgary fait et on est à l'étude. Le jour où on va commencer à concrétiser, évidemment, les instances vont être mises à contribution. C'est un projet qu'on va présenter, comme on le fait pour le tramway. C'est quelque chose qu'on va présenter en temps d'âle. C'est quelque chose dans lequel on va aller voir avec la communauté quelle est l'adhésion. Est-ce qu'il y a des éléments là-dedans qui préoccupent? Et puis, évidemment, on passera dans l'instance, on passera au conseil d'administration. Mais pour l'instant, ce qu'on a comme information, c'est des images pour susciter la réflexion sur l'utilisation de notre campus. Merci, merci. Oui? Oui, bonjour, Louis-Félix, je suis étudiant ici à l'université. Depuis le début de la résurgence du conflit israélo-palestinien, l'UPUL, qui est l'organisation étudiante accréditée unie pour la Palestine, entend collaborer avec l'administration afin d'identifier et de résoudre la collaboration financière incriminante que l'université entretient avec l'État israélien à travers ses pratiques d'investissement. Or, après une suite interminable de cerceaux bureaucratiques, l'UPUL se bute toujours à l'administration qui n'a montré aucune véritable intention de collaborer et qui, au contraire, a même activement participé à la répression des activités de mobilisation en solidarité avec le peuple palestinien. Faisant le travers à leur place, les journalistes étudiants ont mis en évidence et ont veillé à répandre que l'université est bel et bien impliquée financièrement dans l'actuel massacre des Gazaouis, dont le bilan s'élève présentement à plus de 43 000 morts directs et potentiellement 186 morts indirects, dont un important pourcentage serait des enfants. Ma question est la suivante. À quel moment l'université et son administration vont-ils arrêter de se cacher derrière les impératifs financiers de sa gestion marchande pour enfin rompre tout lien avec l'État israélien, dont les pratiques militaires sont jugées par l'ONU correspondre aux caractéristiques d'un génocide et dont les pratiques de déplacement des Gazaouis sont présentement présentes selon le Human Rights Watch, un crime contre l'humanité? Merci pour votre question. Je vais commencer peut-être par Katia, et puis après André, quelques mots. La première chose, le micro fonctionne, oui, OK. Alors, la première chose que je dirais, c'est que l'université reconnaît pleinement que le conflit israélo-palestinien génère beaucoup de souffrance. Et évidemment qu'on est tous sensibles à cette souffrance-là parce que ce sont des membres de notre communauté qui vivent cette souffrance-là, notamment, ainsi que tous les autres. C'est clairement, ce n'est pas quelque chose devant lequel nous fermons les yeux. L'association dont vous parlez, l'UPUL, j'ai eu, moi, le privilège de pouvoir m'asseoir puis discuter avec eux à plusieurs reprises. Et je dirais que, puis je pense qu'ils le savent très bien, que ma porte est toujours ouverte pour ça. Puis quand ils ont fait la demande que nous parlions, puis je l'ai initié aussi à plusieurs reprises, nous avons eu la conversation et le dialogue. L'université est un lieu d'échange, de débat, où est-ce que toutes les opinions peuvent être entendues. Et c'est précisément cette posture-là qu'on adopte, notamment avec l'association l'UPUL, puis les autres associations qui se manifestent aussi. Puis comment le fait-on? Bien, par l'organisation d'événements. Il y en a eu plusieurs au cours de la dernière année, puis il y en a eu au cours des dernières semaines, des événements qui sont organisés ici sur notre campus, des conférenciers invités pour que les opinions puissent se faire entendre. Puis notre université, c'est ça son rôle, de favoriser cet espace-là de discussion puis de dialogue. Alors, on continue à le faire. Il n'y a pas de répression de ce côté-là. On travaille avec nos associations étudiantes notamment pour qu'ils puissent tenir les événements qu'ils souhaitent tenir. Puis on est toujours dans cet esprit-là. Merci, Katia. André? Oui, à propos de nos investissements, on a fait le tour pour tout ce qui touche nos fonds de dotation et de fonds de souscription
pour voir le pourcentage de ces fonds-là qui sont investis dans des compagnies qui font affaire avec l'État d'Israël. Et ce pourcentage-là est minime, donc sur 300 millions, c'est c'est aux alentours de 0,1 %. Et là, je parle de compagnies qui font affaire, par exemple, ça peut être Microsoft, hein, Microsoft qui vend des ordinateurs en Israël, donc ça, c'est inclus là-dedans. Donc, évidemment, on n'a pas d'investissement dans des compagnies d'armement, on n'a rien de ce côté-là, et on continue de travailler là-dessus avec nos gestionnaires de placement. Merci. Merci à vous deux. Merci pour la question aux étudiants. Merci aux membres de la communauté qui s'engagent et qui contribuent à partager la connaissance. Ce qui se passe au Moyen-Orient est d'une complexité vraiment unique. L'ampleur du conflit armé inquiète tout le monde. Et il y a une obligation, évidemment, à l'université d'assurer la sécurité des gens, leur bien-être. Et c'est à ça aussi qu'on travaille continuellement. Et je veux remercier le travail de Katia à ce chapitre-là qui met beaucoup de temps puis beaucoup de cœur à écouter tout le monde puis à faire en sorte que les services soient disponibles aux personnes qui ont ces besoins à tout moment. Alors, je veux saluer son travail et son engagement. Merci. Bonjour, je m'appelle Marjorie Lacletienne, j'étudie à la maîtrise en gestion des services de santé, puis je suis une membre de UPUL, puis j'ai eu la chance justement de dialoguer avec vous. Oui, c'est vrai, votre porte est tout à fait ouverte par rapport au dialogue et tout et tout. Donc, je tenais à vous remercier quant au temps que vous avez accordé à notre comité. Cela dit, il y a plusieurs des événements qu'on a menés justement pour assurer en fait la sécurité de nos propres membres au niveau du doxing. Il était fait sans l'accord en fait de l'Université Laval, donc on n'avait pas demandé la permission, on avait juste occupé le terrain, donc c'est ça. Puis cet été, il y a d'autres étudiants que UPUL, donc une poignée d'étudiants se sont installés sur le terrain du campus pour manifester pacifiquement en solidarité avec le peuple palestinien. Ne serait-ce que quelques heures plus tard, ceux-ci ont été victimes d'une importante répression policière menant à 3 arrestations, pour dire 15 étudiants, 40 policiers. Il est alarmant de constater que l'université ait toléré une telle répression à l'égard de ses étudiants qui, à court de ressources pour faire valoir leurs points auprès d'une administration, ont choisi d'employer une méthode de contestation pacifique en occupant un lieu qui devrait être dédié à la liberté de pensée et d'expression. Quelques mois plus tard, l'université annonce un partenariat avec la Fondation Azrieli afin de financer des projets de recherche participative. Or, cette fondation est membre du groupe Azrieli, l'un des plus gros groupes immobiliers israéliens, dont les actifs incluent notamment une entreprise opérant des stations-service au sein des colonies israéliennes illégales en Cisjordanie, ce que le Canada reconnaît aussi. Cet été, des étudiants faisant du tractage aussi informatif sur le campus se sont fait menacer par les membres d'un groupe ethno-nationaliste d'extrême droite. Cette semaine, les affiches d'un cycle de conférences informatives sur la Palestine organisées par un groupe de professeurs et de chargés de cours ont été vandalisées. Ma question est la suivante. Comment l'Université Laval peut-elle prétendre faire de la liberté académique une priorité alors qu'elle tolère la répression sur son campus et alors qu'elle accepte des dons de la part de lobbies israéliens directement impliqués dans l'oppression du peuple palestinien? Okay, merci. Je vous remercie. La liberté d'expression et la liberté académique demeure au cœur de cette conversation sur notre campus. Je ne parle pas à l'échelle internationale, bien entendu, je parle sur notre campus. Et cette liberté-là, elle impose que différentes personnes avec différentes opinions puissent s'exprimer, puissent mener des activités de recherche, d'enseignement qu'elles considèrent être les plus appropriées actuellement. Donc, évidemment, ce n'est pas simple, surtout dans un moment où il y a des opinions très différentes les unes des autres et où tous ont ce droit-là. Alors, je comprends l'ampleur du conflit, je comprends la frustration, la volonté de voir ce conflit-là se terminer.
on souhaite tous la paix, on veut tous être ailleurs, on veut tous que cette situation qui est troublante pour tout le monde, même ceux qui ne sont pas personnellement engagés, mais qui le vivent à travers les médias, à travers la vie universitaire, qui s'y intéressent aussi. Je pense que le travail que l'on fait à l'université, il est fondamental. Et si on peut écouter nos experts, nos expertes qui étudient cette région du monde, les conditions qui sont derrière et qui prévaut ce conflit, qui nous partagent leurs sciences, leurs études. Je pense qu'on peut tous avancer dans notre compréhension de ce conflit. Et ça ne veut pas dire qu'on va accepter toutes les positions, toutes les perspectives. C'est pas de ça que je pense. C'est pas de ça. C'est pas. Je vous appelle pas à tous penser pareil, à tous dire la même chose, mais je nous encourage tous et toutes à nous intéresser à la chose et à nous intéresser les uns aux autres et puis à réfléchir à la souffrance qu'il y a actuellement sur notre campus et partout dans le monde. Et vous en avez témoigné en faisant part de vos certaines expériences et ça vous inclut aussi les étudiants et votre association. Alors, je vous remercie. Oui. Oui, bonjour. Claire Bilodeau, professeure à l'École d'actuariat, également trésorière du syndicat des professeurs de l'université, en tout cas, les deux, là, de l'Université de Laval. Les gars et les filles. Oui, tout le monde, les hommes et les tout femmes. genre confondu, sans discrimination. Alors, merci d'abord pour votre présentation. Moi, j'ai regardé les états financiers. Je n'ai pas eu le temps de les éplucher autant que j'aurais voulu, mais j'ai quand même une question, le transfert, puis ça s'adresse surtout possiblement d'abord à M. Darbo, vice-recteur, exécutif ressources humaines et finances, puis possiblement aussi au président du CA, M. Hood. Mais le transfert est moins important cette année, l'excédent est moins important, puis je comprends, en tout cas, ou je crois comprendre que je ne peux pas me fier au budget qui est fait parce que celui-là, on s'organise pour qu'il arrive bien juste. Mais ça m'a quand même étonnée, là, alors que le transfert puis l'excédent chaque année du fonds de fonctionnement était à la hausse, là, il a rebaissé. Qu'est-ce que ça augure? Comment on explique ça? Parce que je comprends que les états financiers, c'est un exercice d'abord comptable, en tout cas, puis ça, on n'essaie pas d'expliquer, puis on ne regarde pas c'est quoi le budget l'an passé, mais je pense que c'est quand même intéressant de regarder ce qu'on prévoit versus ce qui s'est passé, puis j'aimerais vous entendre là-dessus. Je vous remercie. Merci, merci. Premier élément, on sent encore les effets de la pandémie. On s'éloigne tranquillement, de telle sorte que notre prédictibilité, quand on prépare le budget, s'améliore. Si on retourne 3 ans en arrière, on donnait le budget, puis c'était quand même assez difficile tout d'abord dans nos prévisions budgétaires, parce que vous savez que notre budget, quand on prépare le budget, c'est dépendant des inscriptions étudiantes, entre autres, et tout ça. Donc là, on se rapproche un petit peu plus de nos modèles prédictifs, ce qui fait en sorte qu'en fin d'année, on est plus proche du résultat attendu. Donc, les transferts, s'il y en a, s'ils ont lieu, sont moins importants. Au niveau de l'an dernier, j'avais un élément que je voulais mentionner, j'ai oublié. Donc, je pense que ça répond à une partie de la question. Je me retourne vers Caroline. Caroline, y a-t-il un autre? Caroline est directrice des finances. En fait, à différents moments, lorsqu'on anticipe, j'imagine, les augmentations salariales qui découlent de négociations sont aussi difficiles à estimer à différents moments. Puis, lorsque celles-ci se mettent en œuvre, ben, la capacité des facultés là, est utilisée. Ces montants-là sont plus utilisés. Donc, il y a des cycles là-dedans qu'il ne faut pas non plus négliger dans la planification pluriannuelle. Et ça fait partie, entre autres, de ces effets-là. Et le point que je voulais rajouter, Sophie, c'est on est, dans notre gestion financière, on est très décentralisé. On essaie de donner aux unités toute la marge de manœuvre qu'ils ont besoin durant l'année ou aussi en début d'année. Et souvent, il y a une gestion qui se fait qui est un peu serrée parce que tout le monde essaie de s'en garder jusqu'à la dernière minute au cas où il y aurait des dépenses inattendues. Et ces argents-là sont retournés à la fin de l'année. C'est ce qui explique en partie les transferts qu'on doit faire à la fin de l'année. Ceci étant dit, je pense que de plus en plus, nos facultés et nos unités comprennent très bien leur marge de manœuvre maintenant avec l'implantation de notre nouveau modèle qui date de 5-6 ans maintenant. Donc, sont mieux capables de gérer. Donc, collectivement, à l'ensemble de l'université,
on a plus le contrôle de ces éléments-là. Donc, ça explique les différences. Puis, je répète un peu ce que j'ai dit tantôt pour les années à venir. Je pense qu'on a les outils nécessaires pour y faire face au cours des 3 prochaines années. Au bout de 3 ans, je pense que les finances du Québec, selon les prédictions, ça va aller mieux. Mais également, on a une hausse attendue du nombre d'étudiants, ce qui devrait nous aider. On l'a vu, cette vague-là arrive au cégep présentement. Et normalement, on devrait connaître cette hausse-là dans 2-3 ans. Bien sûr, il y a l'impact des étudiants internationaux. Ça, c'est un peu difficile à prédire quelle sera la réaction au cours des prochaines années. Mais je pense qu'avec les outils qu'on a, on va être capable de s'ajuster, encore une fois, pour un atterrissage en douceur. J'ajouterais au propos d'André, quand on dit on est en train de sortir de l'effet COVID, un de ces effets-là, c'était l'absence de personnel à différents moments pour différentes raisons. Là, on voit que les choses se stabilisent au niveau de nos équipes. Il y a un peu moins de mouvement, je pense. Hein, c'est le sentiment qu'on a. Là. Plusieurs nous partagent ça. Ça aussi, ça a un effet qui est positif parce que les personnes sont à l'emploi, sont avec nous, mais aussi, on utilise nos ressources pendant ce temps-là et c'est ce qu'on souhaite, évidemment. Alors, est-ce qu'il y a des questions à distance? Oui, on a une seule question à distance. Alors, le projet de loi 74 sur les étudiants étrangers sème l'inquiétude dans notre communauté universitaire chez certains étudiants. Est-ce que vous avez espoir, avec vos collègues des autres universités, de convaincre le gouvernement de ne pas fixer de seuil pour les étudiants de l'international? La réponse, c'est... Vous m'entendez? La réponse, c'est oui, on a espoir. On travaille en ce sens. Donc, comme vous le savez peut-être, il y a quelques semaines, l'Université Laval, conjointement avec 3 autres universités, a déposé un mémoire dans les consultations du projet de loi 74. Sophie était présente. Le plaidoyer qui a été livré est un plaidoyer qui met en valeur la part des étudiants internationaux à la vie de notre campus. On a particulièrement, en fait, les 4 universités qui étaient représentées sont les 4 universités de recherche intensive au Québec. Et on a souligné la part des étudiants internationaux à la recherche, qui est parfois essentielle. Au niveau du doctorat, 50% de nos étudiants sont d'origine internationale. Dans certains laboratoires et programmes, c'est 70% des étudiants qui sont internationaux. Donc, non seulement c'est une richesse sur notre campus, c'est aussi une nécessité pour alimenter nos résultats de recherche, pour appuyer nos chercheurs et créer des nouveaux chercheurs, donc pour que l'Université Laval soit une université de recherche compétitive. Donc, le plaidoyer a été livré. On continue à faire des représentations. On est d'avis que les universités devraient être exemptées du plafonnement. On est des acteurs dans le secteur de l'immigration qui, on juge, sommes très responsables. On fait un travail rigoureux pour sélectionner nos étudiants, évidemment sur la base des dossiers académiques. Ensuite, les étudiants, les candidats se dirigent vers les gouvernements pour obtenir leur permis d'études. Donc, on considère qu'on fait notre juste part, on fait une sélection qui est juste, qui est rigoureuse, et on ne veut surtout pas envoyer le message aux candidats de l'international que l'Université Laval ne veut pas d'eux. Tout au contraire, on souhaite pouvoir accroître la proportion d'étudiants internationaux sur notre campus. Donc, on va continuer à lutter en ce sens. Merci, François. Je ne répète pas les propos, mais clairement, toutes les universités sont unanimes, tous les cégeps sont unanimes, les chambres de commerce ont appuyé, le conseil du patronat ont appuyé la proposition universitaire à l'effet de ne pas inclure les universités dans le processus d'encadrement qui est présenté dans le projet de loi 74. Plus encore, certainement, si jamais le gouvernement devait le faire et décidait de le faire, il est très clair pour nous qu'il ne doit pas définir des plafonds
par programme, par région, on le demande de clairement laisser l'autonomie universitaire faire son travail. C'est une préoccupation importante parce que vous savez, aujourd'hui, on lance de nouveaux programmes qui, dans 10 ans, seront des programmes super hot, qui seront ces personnes qu'on aura formées, tout le monde voudra les avoir dans leurs organisations. Et on ne les connaît pas encore, on ne connaît pas encore cette possibilité-là. Il faut donner aux universités la possibilité de créer tous ces programmes, puis de développer tous ces programmes. Alors, on va continuer d'être très actif vocal. Je finirai peut-être avec ça s'il n'y a pas d'autres questions, mais l'été a été bien chargé, je l'ai dit lors de la conférence de presse de la rentrée. En cours d'été, on a quand même eu 2 challenges importants, 2 grands défis, celui du maintien d'actifs et puis du financement de nos infrastructures en lien avec ce maintien d'actifs-là et celui des étudiants internationaux. Et depuis, il n'y a pas une journée où ces 2 sujets-là ne sont pas sur la table et pour lesquels on ne fait pas de représentation et puis on ne défend pas la position des universités, de l'Université Laval. Tout ça dans un respect et une reconnaissance. Et ça, il faut le dire, que la situation financière du Québec est difficile. Alors, il faut réussir à convaincre que les universités sont la priorité des priorités, mais je crois qu'on a ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Alors là-dessus, je pense qu'on peut conclure la période de questions. Je veux remercier toutes les personnes qui se sont présentées au micro, qui ont pris le temps de venir nous parler, à vous toutes et tous qui êtes en ligne, qui êtes en présence. Merci d'avoir été avec nous. Cette année 23-24, elle s'achève et c'est une grande œuvre collective. Je disais aux étudiants, lors de la collation des grades, je les invitais à rêver leur vie en société et à faire de leur vie une grande œuvre collective. Et ces paroles, en fait, je vous les propose parce que c'est ce qu'on fait à l'université. Hein? On rêve ces réalisations, on les rêve dans notre communauté et puis on souhaite que notre communauté réalise cette grande œuvre collective qui est cette grande mission, la mission de l'enseignement et de la recherche. Et je peux vous dire que 23-24 aura été une belle, grande année. Et au cours de cette année, je termine avec ça, je vous parle d'un de mes coups de cœur. Le 8 mars dernier, 8 mars 2024, on nommait le premier pavillon d'enseignement et de recherche au nom d'une femme, Jeanne Lapointe. Et je garderai en mon cœur cette date-là, ce moment-là, toute ma vie. Et j'espère qu'il y aura plus de pavillons qui porteront des noms de femmes et de personnes de tout azimut, de tout horizon, pour faire rayonner la diversité de notre campus. Alors là-dessus, sur cette belle nouvelle, et puis ça a donné comme ça, là, mais c'est le pavillon où je vais travailler à tous les jours. Alors, j'ai le temps d'y penser et de sourire à tous les jours en rentrant au pavillon. Je vous dis merci. Continuons d'être cette grande université. Soyons fiers de nos réalisations et je vous dis à bientôt.